Mademoiselle, monsieur, bonjour. On va parler de football, si vous voulez. Non, je vous prépare le coup. Deux matchs aujourd'hui, de beaux matchs, magnifiques matchs. Mais enfin, on va aborder d'autres questions moins importantes que le football. Bonjour, monsieur Galion. Des questions. Bonsoir, monsieur Donny Carter. Questions moins importantes que le football. Vous faites exprès. Il y en a un paquet. Dans ces jours-ci, il n'y a rien qui soit plus important. Vous ne parlez pas de votre pays qui est arrivé au bout de son parcours. Vous ne parlez pas du pays hôte qui va en demi-finale. Mon pays, la France. Tu parles de mon pays, la France, oui. Pays, la France, c'est évident. Je suis contrit, ton pays, meurtri, voilà. Je suis malmené. C'est parce que tu es malmené que tu n'oses pas parler. J'avais perdu mes moyens. Parce que tu croyais que ton pays allait pouvoir passer en demi-finale. Oui, mes minorités actives de mon pays. Monsieur Marjo. Bonsoir, monsieur Donny Carter. On va parler des difficultés de M. Sarkozy avec la justice. Pas très original, mais enfin, je pense que ça concerne, ça intéresse les gens. C'est une relation avec le football, ça, non? Mais oui, mais lui, c'est un match de traite qu'il a commencé depuis très longtemps. Et puis il joue avec 6 équipes. Oui, 7 équipes. Carrément. Alors, on va d'abord évoquer sa garde à vue. D'abord, puisque on sait pourquoi, hein, il fallait qu'il soit entendu, son avocat, et il fallait qu'il y ait un recours apparemment médiatique, parce que le technicien qui vous parle pense que ce n'était pas indispensable de le mettre en garde à vue. Bon, ceci étant dit, on ne va pas polémiquer pendant 1000 ans sur ça. À la limite, je donne mon opinion, je pense même que c'était maladroit. C'est une victimisation superflue. Bref. Les victimisations. Et tous ceux qui sont mis en garde à vue, juste pour leur poser 3 questions. Les 450 000 Français qui sont mis en garde à vue chaque année. Non, mais c'est bon, vous allez exprimer votre... Bien, vous avez réagi au quart de tour. Magnifique, oui. Messieurs. Non, et ainsi que M. Gilbert Azibert au magistrat. Alors, ma question, est-ce qu'ils allaient prendre la fuite? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que le président ne va pas être convoqué directement? Laisse-moi finaliser ma question. Directement par le juge d'instruction, être mis en accusation? Directement Non. À 2h du matin, est-ce que ça servait? Non. Il n'y a pas de raison. Comme il a dit, 450 000 Français qui tous les jours passent en garde à vue. On vous met en garde à vue pour poser des questions. À la limite, vous sortez de la garde à vue, vous allez voir le juge. Merci beaucoup, monsieur. Excusez-nous, vous avez répondu aux questions. Ça suffit. Ça s'appelle l'application de la justice. C'est spectaculaire. Parce que ça concerne un ancien président de la République, ça concerne un haut magistrat de la Cour de cassation, un avocat, c'est pas le premier malheureusement en garde à vue, n'est-ce pas? Il y en a dans la profession, mais il n'y a pas de raison. Je crois que si ils n'avaient pas été mis en garde à vue et convoqués directement chez le juge, le dossier précédent, enfin le dossier Bettencourt, Nicolas Sarkozy a été entendu directement par le juge, il n'est pas passé en garde à vue. Là, le dossier est autrement peut-être plus épineux pour les autorités judiciaires. Il fallait qu'il passe une garde à vue, ça a duré longtemps, donc ça veut dire qu'on l'a interrogé longtemps, ou alors on l'a laissé longtemps un petit coin au frais. Mais bon, passer à 2h du matin, oui, c'est spectaculaire certes, mais les personnages ne sont pas moins spectaculaires et importants. Bon, moi qui ai déjà été mis en garde à vue, il faut quand même dire aux gens ce que c'est quand même, parce que ils voient ça dans les films, mais on vous met de profil et de face pour prendre une photo déjà, ok? Ensuite, on vous passe un coton-tige sur la bouche pour prendre vos empreintes biologiques. J'imagine Sarkozy, ouvrez la bouche, faisez Sarkozy. C'est obligatoire, ça c'est obligatoire. Ça fait partie de la garde à vue. On vous prend la main et on vous met de l'encre et on prend vos empreintes. Et aujourd'hui, donc, quand on va taper, parce qu'il y a un fichier des gardes à vue, c'est-à-dire que quand on va taper Nicolas Sarkozy, il fait partie aujourd'hui, comme beaucoup d'entre nous, du fichier. Et c'est ça, à mon avis, c'est ça qu'il n'a pas du tout aimé. Et moi, je pense qu'un type qui, dans une conversation qui est écoutée, partage l'opinion selon laquelle les juges sont des bâtards, il faut qu'ils s'attendent à ce que les juges, à un moment ou un autre, prennent leur revanche. Et donc, l'avocat, pour que ça soit clair pour ceux qui nous écoutent, l'avocat de Nicolas Sarkozy, discutant sous un portable soi-disant protégé avec Nicolas Sarkozy, traite les juges, de manière générale, bien évidemment, de bâtards. Après les propos relativement pas de si polémiques. Que ça. Il les désigne. Il dit que la cour d'appel aura ces bâtards, ils auront du boulot. Oui, non mais bon, il attaque une corporation. Oui. Et puis il attaque un pouvoir de la République. Enfin, bon.
Mais surtout, on l'a déjà dit et répété, le relationnel entre Nicolas Sarkozy et la justice de manière Mais générale. là, tu donnes une explication. Non, Pas une justification. Non. Toi, tu dis, est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est Je me pose la justifié? question. Alors, il y a un contexte. Il est clair que les juges n'ont pas enfreint la loi en mais mettant c'est évident, Nicolas c'est pas de ça Sarkozy. qu'on parle. Non, Mais pas voilà, du donc tout. la justification ne peut être que, on va dire, subjective. C'est ça. Puisque si effectivement la loi avait été enfreinte, là on aurait pu dire, attendez, Non, elle n'est pas mais enfreinte. là elle n'est pas enfreinte. Non, Donc, non. une fois que la loi n'est pas enfreinte, la place est à la subjectivité. D'accord. Voilà. Je pense qu'on a bien fait le tour de la Est-ce question. que, sur revenir sur la question, est-ce que c'est justifié? Je crois qu'on est mal placé, on n'a pas les éléments pour pouvoir estimer si c'est justifié ou pas. Chaque fois qu'on pose la question est-ce que c'est justifié pour Nicolas Sarkozy, est-ce que c'est justifié de manière générale et globale qu'il y ait une garde à vue pour poser des questions qui, sur la majorité des cas, n'aboutira à aucune suite judiciaire majeure? Est-ce que c'est justifié? C'est très rare. C'est ça, la vraie question, c'est la garde à vue. La procédure de garde à vue, elle existe, elle met automatiquement, elle vous met dans une situation inconfortable. Elle vous place sur un plan relationnel avec l'extérieur qui n'est pas très très agréable, faut dire. Si évidemment, la responsabilité, vous êtes coupable quelque part. Je dis coupable, moi je ne suis pas spécialiste du droit, je ne m'appelle pas Nicolas Sarkozy. Pour lui, ils sont coupables, même s'ils ne sont pas encore jugés. Mais si vous avez quelque chose qui vous est reproché et que vous avez effectivement une responsabilité sur cette affaire, bon, la garde à vue, c'est une première étape qui va conduire à passer devant le juge et puis éventuellement à être incarcéré. Si vous n'avez rien fait, c'est très mal vécu. Mais en fait, c'est le degré d'application de la procédure qui nous pose question. Est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce que déjà, il n'y a pas cette mise en garde à vue pour peut-être 2-3 questions, pour quelque chose qui va aboutir à une mise en examen sans incarcération? Est-ce que dans la procédure, il est justifié qu'il faille passer par cette phase de garde à vue? Est-ce qu'il n'y a pas des degrés que la juridiction française pourrait établir en fonction de la gravité des faits? Il n'y en a pas. Bon, ben voilà. Donc la garde à vue, elle est justifiable dans la mesure où la procédure le demande. Ouais. Mais bon, la mise en scène. Ce qui est intéressant, c'est que la garde à vue. Tu as toute la question. Et tu es arrivé à la case départ où ce n'était guère justifié. Bon. Non, mais je n'ai aucune sympathie, monsieur Sarkozy. Non, mais je vous explique pourquoi. Bon, les sondages me contredisent. Moi, je me suis dit, voilà, je vous de la vérité. On ne va pas se la faire, se la jouer. Je me suis dit, voici un dossier qui n'est pas très bon. Voici un dossier à propos duquel il y a des écoutes, et c'est sous les écoutes qu'ils vont les poursuivre, et puis qu'ils vont faire prospérer leur mise en examen. Bon. Et tout est déjà là, tout est déjà dit. En plus, ils ont fait des perquisitions, ils ont saisi des agendas, des carnets. Le dossier, il est bouclé. Et bon, pourquoi pimenter ça, ponctuer ça d'une garde à vue de 16 heures 18 heures, tu vois. Et ensuite, une présentation à 2 heures du matin. Tout ça, c'est vraiment alimenter une victimisation inutile. Et puis finalement, occulter le véritable problème qui est que c'est... Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. C'est juste pour... Laisse-moi finir, Attends, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut quand même arrêter 2 secondes le coup où tu as pensé sur un élément? Cet élément, c'est la présentation au juge à 2 heures du matin. Tu dis à 2 heures du matin. Si c'était un justiciable autre que Nicolas Sarkozy, il n'aurait pas été présenté à 2 heures du matin. Je ne pense pas. Donc, avant d'être présenté au juge, le juge n'a pas attendu 2 heures du matin pour faire le mettre en accusation et lui dire, en examen et lui dire au revoir. Non. Dans la pratique, non. C'est quoi le truc qui dit celui qui utilise le glaive puis par le glaive? Ouais, là, on est sur le terrain biblique. Non, mais c'est génial, ça doit t'intéresser. Oui. Nicolas Sarkozy utilise de manière systématique les médias pour régler ses comptes. Les juges utilisent les médias pour régler leurs comptes. Sauf que j'ai une certaine idée de la justice qui fait que je la sanctuarise, je la sublime un petit peu, puisque c'est pour ça que j'y ai consacré 44 ans de ma vie. Une bonne partie. Tout en sachant que les hommes sont des hommes et qu'il y a une partie de subjectivité. La justice n'existerait pas aujourd'hui, dans ce monde-là, sans les médias. La justice instrumentalise les médias. Okay ? Et d'ailleurs, une bonne partie de ceux qui vivent des médias sont inquiétés par la justice. Attends, je t'explique quelque chose. Souvent, je suis à l'audience et je vois des confrères qui font des incidents d'audience. Mais
énorme, inutile pour le public et tout. Et puis ils gagnent quand même, parce que le juge a transcendé. Ils ont agacé le magistrat, ils ont soulevé les suspicions légitimes, ils ont fait des trucs, ils ont... Est-ce que ça ne fait pas partie du jeu? Attends, laisse pas finir, parce que restons sur et je me dis, et à la limite, quand ça arrive, je suis très satisfait. Parce que je me dis, voilà, c'est le magistrat qui doit, dans son fonctionnement intellectuel et subjectif, transcender les âneries de ce confrère et lui donner raison parce qu'en droit, ou bien parce que il doit sublimer, il doit sanctuariser sa fonction. Voilà ce que je voulais dire. Et j'avais dit, voilà la vraie justice. Bon, c'est tout ce que je voulais exprimer. Je ne sais pas si les gens vont nous comprendre, parce que... vont le comprendre. Peut-être vont le comprendre. Mais je vais le dire différemment. Voilà. Alors, je vais le dire de l'autre manière. Moi, un juge qui a fait le pitre là devant moi, etc., je vais oublier qu'il y en a, je vais péter rien. Parce que je suis un pauvre être. Mais par contre, la plupart des juges que j'ai vus, ils transcendent cette négativité. Si tu fais des colonnades, ils te donnent raison parce que tu as raison. Parce que ton client a raison. Il a une autre conception de la justice. Ça veut dire que c'est pas parce que tu as été pendant des années massacré de juges, que tu as fustigé les magistrats, tu les as embêtés, tu as poussé des limites, tu as chaque fois... Attends, tu es en train de vider le dossier. Attends, il y a quand même un truc qui est quand même fabuleux. Tu as un ex-président de la République qui est soupçonné d'avoir fait un certain nombre de malversations, ok, et qui prend son téléphone et qui appelle le directeur des renseignements pour lui dire, bon chef, comme je suis ex-président de la République, il faut que tu me dises où en sont les dossiers sur moi. C'est-à-dire que nous, pauvres contribuables, nous n'avons pas ces moyens-là. Or, le juge se dit, attends, est-ce que parce qu'on a été ancien président de la République, on doit utiliser et mettre en défaut et pousser à la faute professionnelle un certain nombre de fonctionnaires et utiliser cette espèce d'aura ou de toute puissance que l'on a pour pousser à la faute? C'est ça que les juges sanctionnent. C'est ça. C'est monsieur... Vous êtes injustifiable. Sauf que le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire n'ont pas à sanctionner. Ils ont à instruire. Non, mais ils n'ont pas sanctionné pour l'instant. Pour l'instant, ils n'ont rien sanctionné. Tu as employé le mot sanction. C'est ça qu'ils sanctionnent. Non. Tu as employé le mot. Non. Quand je dis qu'ils sanctionnent, ils cherchent ou ils vont sanctionner. Ils vont sanctionner. Mais c'est déjà... C'est pas le boulot de Attends. Une mise en examen est basée, on est bien d'accord, sur de fortes présomptions de culpabilité. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de charges pour qu'on te mette en examen. Parce que s'il n'y a pas de charge, on ne te met pas en examen. Donc, on est bien d'accord que la notion de sanction ou de pré-sanction est inclus dans le processus. Elle est inclue dans le processus. Parce que on va passer à décortiquer le non, mais c'est pour on va poser la question de est-ce que... Non, mais les gens ont été choqués. Oui, mais... Un certain nombre de gens ont été choqués. Il faut qu'on... Choqués, ils s'en foutent. Non, mais c'est pas vrai. Il y en a qui s'en foutent. Non. Les sondages sont paradoxaux. On va y venir tout à l'heure. On parle de ça. On décortique le processus parce que c'est Nicolas Sarkozy. Mais on l'a fait sur d'autres. Excusez-moi, Roland Dumas, il a été emmené en voiture par le juge Joly. Ça donnait quoi à la fin? Non-lieu. Merci. Il y en a d'autres. Oui. Bon, lui, Jacques Chirac n'est pas passé par la même stade parce qu'il était en exercice. Il n'est pas passé par le levé de mise en exercice. Mais il a été condamné. Enfin, bon, on l'a convoqué. On l'a convoqué. Mais il était président de la République en exercice. Non, mais après, une fois qu'il n'a plus été président, on l'a convoqué, on l'a mis en examen. Il n'a pas fait de garde à vue, mais on l'a mis en examen. Il a été en justice, on l'a condamné. On l'a condamné, mais il n'a pas pu répondre à la convocation. Oui, mais officiellement, on l'a convoqué. Bon, je ne vois. Pour moi, ce n'est le statut occupé par la haute fonction politique ne peut pas justifier un traitement moindre que celui d'autres qui se retrouvent dans une situation équivalente. C'était pas sa main problématique. Ta problématique, c'est que est-ce que ça, dans ton estime, par rapport aux charges qui sont retenues, tu estimes que la garde à vue, je sais combien, la garde à vue ne se justifie pas. Ça, c'est une question spécialiste de droit. Mais je ne suis pas spécialiste de droit. Moi, je constate et je dis que dès lors que ça existe, c'est que les mecs vont estimer que c'est justifiable, que les avocats ou que les spécialistes disent ce n'est pas justifié, c'est leur problème. Le public, lui, constate qu'il est soumis à un traitement équivalent à celui des autres.
D'ailleurs, la majorité des Français considèrent que Nicolas Sarkozy n'a pas bénéficié de traitement de défaveur. De défaveur, voilà. Exactement. Donc, alors, oui, nous avons fait la même chose, nous allons voir comment ça allait réagir. Alors, on va y venir tout à l'heure. Alors, bon, le débat, c'est les écoutes téléphoniques, et naturellement, comme l'avocat historique de M. Sarkozy est préoccupé par la même mise en examen, donc c'est notre confrère, M. Paul-Albert Evans, qui lui va contester la légalité même des écoutes téléphoniques. C'est pour que les gens le sachent, en estimant que ce sont des conversations privées. Alors, là, encore une fois, je pense que il faut que ça marche, quoi. Moi, ce que je veux, c'est que le système fonctionne. On est bien d'accord. Hein. Ce que tu souhaites. C'est ce que je souhaite. C'est que le système fonctionne et que ça aboutisse réellement à une condamnation si, comme vous le dites, il y a eu, à tête portée aux principes fondamentaux de la République. Il y a eu des enregistrements et l'écoute de conversations entre Maître Herzog et le bâtonnier. Bon, un système, effectivement, de gouvernance, un système politique, où on écoute des conversations et après que l'affaire ait été ébruitée en plus, hein, pas avant où on est tombé comme par hasard dessus, un système dans lequel on écoute des conversations entre un avocat et son client, c'est déjà gênant, mais enfin, il peut y avoir commission de crime, de délit et qui justifie ça. Bon, il n'y a pas de problème. Je ne dis pas que tout avocat peut parler de n'importe quoi avec son client. Et là, avec le bâtonnier, entre l'avocat et le bâtonnier, c'est un petit peu embêtant et ça a été retranscrit. Donc en fait, c'est une question de respect du secret professionnel que tu es en train de soulever là. Oui, parce que tu sais, le privilège de la confidentialité des conversations entre un avocat et son client, je le dis, il n'est pas immuable. Il peut, en fonction de la liberté d'exercer. Mais entre un avocat et son bâtonnier, donc ça veut dire que la liberté d'exercer le métier d'avocat aujourd'hui se trouve en danger. Ça trouve quelque part en danger. Bon. Eh bien, c'est le même problème qui est arrivé aux journalistes, parce que même s'il y a des textes de loi, quand un certain nombre de journalistes se retrouvent avec écouter ou interroger parce que sur tel dossier, les sources. La protection des sources. On a une juridiction en France où la protection des sources n'a pas le même niveau de protection qu'aux États-Unis, par exemple. Ouais. Bon, il y a une loi. Mais ça, il faut le dire. Il faut quand même rappeler que la loi Squarcini, qui était le patron des renseignements, il a été condamné. Il a été condamné à 8 000 € d'amende parce qu'il a utilisé il a cherché à savoir quelle était la source des journalistes. Nous ne pouvons pas, parce que la loi a été votée en votant, nous ne pouvons pas les interroger et les bloquer eux-mêmes. Il a fait la fadette, il a pris les factures. Mais il faut qu'on explique aux gens ce que c'est. C'est la facture, le relevé des appels. Et à partir de là, il a su qui c'est qui appelle le ministère. Alors, c'est pas très fair play, tout ça. Ça revient au même au problème du bâtonnier. Non, mais c'est pas une histoire fair play. C'est qu'aujourd'hui, est-ce que j'ai une profession? Ta profession est protégée. Non, mais attends, elle est protégée. Oui. Non, elle est protégée jusqu'à ce que l'interprétation du juge ne colle pas à l'interprétation que peut faire la profession de la protection de la source. Bon, la jurisprudence, la jurisprudence s'améliore. Oui, elle protège les journalistes. Par contre. Elle protège, oui, à un certain niveau, mais elle ne protège pas totalement. Puisqu'il y a encore des journalistes qui se retrouvent dans un examen. Ouais. Bon, effectivement, la conversation d'un avocat avec son bâtonnier, c'est une conversation professionnelle, qui est écoutée, et que cet élément de conversation qui est intégré à un dossier judiciaire, je pose la question. Que font les bâtonnats? Que fait la police? Que font les bâtonnats? J'ai entendu dire que les bâtonnats ils vont défiler en robe. Bon, ils ont encore une levée de bouclier contre une disposition ou je ne sais pas une idée de Mme Taubira, mais il est vrai que chacun se pose la question sur la liberté et le respect des professionnels, la protection des sources et du secret professionnel. Oui, en réalité, nous sommes sur un dispositif où les libertés sont de plus en plus atteintes. Qui a initié je ne sais pas. Non. Qui a initié? Je te donne la réponse. Il y a un très bel article du Monde qui rappelle opportunément que c'est Nicolas Sarkozy qui a fait modifier. Attends, laisse-moi aller jusqu'au fond. Qui a fait modifier la réglementation en matière d'écoute et qui a permis ce genre d'écoute. Et c'est ça qui est terrible. Il a légitimé. Oui, légitimé, puisqu'il a poussé à un vote. Non, mais attends. Ça existait, c'était beaucoup plus réglementé que ça. Aujourd'hui, les textes de loi qui ont été votés par la majorité... Sans demande préalable. Sans demande préalable à un procureur, un juge, sans enquête. Nicolas Sarkozy a permis que l'on puisse écouter directement dans un certain nombre d'enquêtes, dans un certain nombre de conditions. Il en a été victime. Voilà. Alors...
Le fondement juridique de la mise en examen, pour que les gens sachent un peu, c'est la corruption active, le trafic d'influence actif et le recel de violation du secret professionnel. C'est chargé. C'est chargé. C'est lourd. C'est lourd. C'est 10 ans. Au max. Suite au prochain numéro. Alors, la défense, c'est une discussion entre amis qui est mal interprétée. Ce n'est pas dans le cadre de la corruption. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'argent. Il y a eu une vague promesse. Il y a une vague promesse de poste. Je ne rentre pas des comptes quel dossier, là. Non, mais ça intéresse les gens. Alors, La suite au prochain numéro. Ouais. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est la communication. Ça, c'est intéressant parce que on est partie prenante, on est journaliste, on intervient. Comment on commente un événement comme ça? Il y a un élément qui est quand même assez fabuleux, c'est on essaie de rester objectif. Et puis, on écoute les parties prenantes. Donc, Nicolas Sarkozy vient, donc, pas en direct, puisqu'il a enregistré l'après-midi, il passe à 20h à TF1. C'est sur sa défense maintenant. Voilà. Et, enfin, je n'ai pas envie de déflorer un peu le sujet, mais il y a, non, mais il y a un truc qui est quand même intéressant. C'est ce que nous, on essaie d'être objectif, vraiment. Et lui, il dit à un moment quelque chose qui est fabuleux. Il dit, oui, il conteste le fait d'écouter, il conteste le fait qu'il ait pu faire du trafic d'influence, mais il dit, oui, c'est vrai, mon avocat s'est vu demander par le magistrat s'il pouvait intervenir pour que qu'il soit nommé à Monaco. J'ai dit à mon avocat que je ne le ferai pas. Donc, on peut reconnaître que... On a parlé de ça. Ben là, on est à blanc, quoi. Ça dramatique. Bon, oui. Alors, sur la méthode, vous la connaissez. Bon, c'est la victimisation, c'est le complot, c'est le complot monté par l'autre et tout ça. Bon, là-dessus, je crois que ça, c'est classique. Les spécialistes jouent bien, sauf Valls qui a dit c'est grave, mais il a eu une... Enfin, en fait, en face, il ne trouve pas de punching ball là, sur lequel taper. Je suis pas d'accord. Sur le mode de défense. Ah non, mais la technique, elle est bonne, ne pas répondre, de le laisser faire. Moi, je trouve ça bien, je trouve ça très intelligent. Alors, on en vient au sondage qui nous dit que réalisé avant l'allocution, on ne sait pas si après ça a eu un effet. C'est intéressant d'avoir ce sondage, mais il va tomber. 63% des personnes pensent qu'il a été traité comme un justiciable ordinaire et qu'il ne souffre d'aucun traitement de défaveur. Intéressant, ça correspond à ce que vous disiez. Voilà. 35% pensent qu'il est particulièrement durement traité pour des raisons politiques, mais seulement ça fait 15% de moins de gens qui pensaient comme ça fait 2 ou 3 mois. Donc, ça veut dire que le système, il faudra qu'il le mette. Actuellement, l'UMP, à 80% disent que monsieur est maltraité. Vous pensez que ça handicape son comeback pour, enfin, la vraie question. Oui, mais... Enfin, la vraie question. Je sais, professeur de journalisme. Professeur de journalisme. Non, mais Gérard a envie de son problème de métier, d'accord. Non, mais là, tu empiètes. La vraie question. Tu empiètes sur le temps de la vraie question. Non, c'est la vraie question. Enfin, on arrive à la vraie question. Est-ce que cela va gêner le retour de politique de Nicolas Sarkozy? Je crois que c'est un homme qui est fait de toupet, comme on dit en créole. Il nie toupet. Il a déjà annoncé dans cette interview que de toute façon sa décision c'est août ou septembre. Il a déjà annoncé qu'il sera candidat, c'est tout. Tu annonces pas autant de trucs pour dire que tu n'es pas candidat. Il estime que par ce principe de victimisation, ça lui donne encore plus les moyens et encore plus la motivation de retourner. Ceci étant, retourner où et avec qui? Il va retourner nous à l'UMP. L'UMP qui se retrouve dans une situation aujourd'hui impossible par un financement de campagne parallèle à la campagne officielle du candidat Sarkozy. Oui, mais 80% des sympathisants de l'UMP pensent qu'il a été traité très mal et que c'est un bon bout. Et alors? D'accord. Et alors, la question c'est va-t-il retourner en politique? Ce n'est pas les sympathisants. La question c'est Nicolas Sarkozy. Bon. Est-ce qu'il va retourner en politique? Il va vouloir retourner en politique. Est-ce qu'il pourra retourner en politique? Est-ce qu'il pourra se positionner de manière très claire comme l'homme providentiel de l'UMP, alors qu'il a, ce genre de dossier sous le dos, qu'il y a d'autres dossiers qui arrivent, et que l'UMP aujourd'hui s'est retrouvé contraint de demander à Copé, qui était le paratonnerre de Sarkozy, de démissionner de sa présidence, de mettre une 3e mesure en place. Le 4e mesure est chargé de l'organisation d'élection du président de l'UMP. Nicolas Sarkozy est obligé de passer, lui qui disait qu'il sait tous ses partisans, il était au-dessus de la mêlée, il sera obligé de se soumettre au dispositif et à la disposition de l'élection du président de l'UMP, et il sera face à d'autres candidats. Donc il ne reviendra pas.
il peut revenir. Mais il ça va va être revenir difficile. avec qui Non, mais et comment? Ça va être un massacre. Ça Voilà. va être un massacre. En fait, bon, grosso modo, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul homme à droite qui peut, quels que soient les sondages qui sont faits, François Bayrou. Juppé. non, qui peut battre François Hollande aux élections, Et tenir tête c'est à la main. Alain Juppé. Juppé. Tout le monde le sait. C'est lui dans À les l'UMP, sondages. tout le monde est à peu près convaincu qu'il faut arrêter la rigolade, il faut revenir à des choses un peu plus sérieuses, que Nicolas Sarkozy, ça a été une erreur de casting fondamentale. Il a fait son temps. Voilà, donc 59%. voilà, probablement que l'élection de la présidence va être gagnée par Nicolas Sarkozy, mais si c'est le cas, l'UMP explose. Si Nicolas Sarkozy ne revient pas, Alain Juppé sera le candidat naturel de l'UMP aux élections présidentielles et il y a de très fortes chances qu'il gagne les élections. Voilà. Et j'aurais tendance à dire que si Nicolas Sarkozy se présente à l'élection de l'UMP, il aura en face de lui Alain Juppé, et qu'il n'est pas du tout évident que, compte tenu du contexte, que Nicolas Sarkozy gagne les élections de la présidence de l'UMP. Ok. Sachant qu'en plus que, apparemment dans la charte de l'UMP, qui est président de l'UMP, c'était un petit peu le deal entre Fillon, n'oublions pas qu'il y a encore Fillon, entre Fillon et Copé, qui est président de l'UMP, n'est pas candidat à la présidence. Oui, tout à fait. Il n'est pas candidat aux primaires pour être candidat aux élections présidentielles. Le président de l'UMP ne peut pas être candidat aux primaires. Donc c'est un feuilleton UMP qui serait intéressant à savoir. Et la question, est-ce que l'UMP pourra continuer à s'appeler l'UMP longtemps? Alors, parallèlement à ça, on passe à quelque chose de proche. Vous avez entendu parler de la mise en tutelle de la fédération PS du Gard. Ah, c'est très proche de nous, ça. Ouais. C'est pour une question de gros sous, de l'argent dépensé et un président de fédération qui ne veut pas rendre compte de l'utilisation des sommes assez importantes, 300, 400. La fédération des Bouches-du-Rhône était aussi sur le tutelle. Les comptes n'ont pas été validés et il y a ça en l'air. Ce cas, la presse, quand même, ne privilégie personne. C'est tout, le fait remarquer, quoi. C'est tout. Bon, je ne vais pas rester 10 ans là-dessus, c'est du fric qu'on a détourné. Bon, ça va bien. Bon, revenons chez nous. La victoire de Raphaël Martin, le 3e tour, quoi. Victoire Victoire, entre guillemets. Oui, on gagne un procès. Gagner, c'est une victoire. C'est ça. Il a gagné ou bien on l'a fait gagner? Oh. Moi, je respecte, ça m'étonne de toi. Moi, je respecte la justice de mon pays. Ça m'étonne de toi, Gabriel. Et je respecte plus particulièrement ce tribunal administratif dans lequel je plaide très peu, devant lequel j'ai perdu beaucoup d'affaires, des affaires d'épandage, comme les gens le savent, où j'ai été raboté, mais juridiction que je respecte énormément. Alors 3 recours ont été intentés. Et la juridiction a préféré à conforter Raphaël Martin dans son poste, c'est peut-être une formule plus, comme le souhaitait le rapporteur public qui s'est anti-outil et qui n'a pas qu'à dire au libre à personne. Bon. Le préfet de région, lui aussi, avait déposé un recours, il a demandé l'annulation des opérations au motif qu'on avait découvert 27 bulletins qui traînaient dans une poubelle et qui pouvaient être des bulletins qui avaient été occultés. Christian Raffa explique qu'il est obligé d'alerter, tu me dis, parce que si tu as suivi ce dossier-là, obligé d'alerter la sous-préfecture pour avoir une liste électorale actualisée, mais ce n'est pas un argument de recours. Allons à l'essentiel. On a une heure devant nous et ça sera une heure. Il s'est interrogé sur le nombre de procurations. Il s'est interrogé sur le nombre de procurations. Tu veux, on peut tourner. On va tourner. Nous va aller plus vite. On va aller, Gérard. La France a perdu, Gérard. C'est pas la peine de traîner ton gros poil. C'est ça qui te rend comme ça. Tu es particulièrement colérique. Reviens. Tu es particulièrement colérique, c'est ça. Reviens à ton Martine. Je pense avec distance. On doit aller. C'est sur le nombre de procurations. C'est ce que les gens se disent. Ils se disent, mais qu'est-ce qui arrive à monsieur? Donc les gens nous regardent. C'est sur le nombre de procurations de l'équipe de Raphaël Martin. Et des petits détails qu'une codiciaire est accompagnée jusqu'à l'isoloir. Alors pourquoi j'explique ces détails-là? Parce que les contentieux électoraux se font au fil, ça c'est monsieur de la Palisse ou madame de la Palisse, monsieur de la Palisse n'aurait pas dit mieux, au fil des élections. Mais entre-temps, on n'a pas de jurisprudence, on n'a pas d'expérimentation. Tous les jours, il y a des accidents, tous les jours, il y a des vols, tous les jours, il y a des délits. Et c'est intéressant que les gens qui observent le débat électoral et le post-débat électoral, qui est le contentieux, sachent comment ça fonctionne. Et là, en l'occurrence, un vieux combattant comme Rafa, il s'est fait raboter sur simplement le fait que tous ces faits qu'il a soulevés, ainsi que Mme Sesto qu'ils ont soulevés, donc je les donne, qui peuvent porter atteinte
à la sincérité du scrutin n'ont pas fonctionné. Le préfet lui-même les a énoncés il y a coup, ça n'a pas fonctionné. Je veux les énoncer, il faut que je les énonce pour arriver au principe clé. Aussi l'essentiel. Au principe clé qui est que c'était pas porté sur les procès-verbaux. Ouais. Que c'était pas relatif. Mais ça, il faut expliquer que des choses aussi graves, qui sont à peu près établies, qui sont admises même par un préfet de la République, ne sont pas reconnues par un juge parce que la modalité clé de ces procès-là, c'est le procès verbal. Et comme quoi, le procès verbal. Il faut porter par les scrutateurs. Il faut avoir des monstres. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que l'évidence d'un acte délictueux n'est pas en soi la preuve de l'acte délictueux. Voilà, dans ce contentieux particulier. Et ça peut choquer les gens. Et ça a choqué beaucoup de gens. Pas seulement. Par exemple, en droit, il se peut très bien que l'aveu qui devient une évidence. Le type, il dit, c'est moi qui ai fait. Oui, sans contredit par la réalité du dossier. Par les faits. Donc, oui. Et c'est ça qui est intéressant. Et je pense que ce cas est intéressant parce que tout le monde a été surpris. Enfin, notamment Gabriel, parce que Gabriel vient de dire, est-ce que c'est lui qui a gagné ou on l'a fait gagner. Donc Gabriel, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Ouais. Parce que, attends, bon, tu as énuméré un certain nombre de griefs, mais ce n'est pas les griefs qui sont les plus importants dans l'histoire. Le grief le plus... Enfin, l'élément de contentieux le plus important et le plus parlant. Il n'y a pas de procès. Non, attends, le plus parlant. Il y a un bureau de vote. Bureau de vote numéro 1, où il y a un certain nombre d'inscrits. Il y a des gens qui vont voter. Il y a plus de 400 et quelques bulletins de suffrage exprimés. Trois listes menées, la liste Martine, la liste Rafa, la liste Sesto. Dans ce bureau de vote, M. Martine obtient plus de 300 et quelques suffrages, Rafa 100 et quelques, Sesto 0. Ça peut arriver qu'une liste ait 0 suffrage dans un bureau de vote. Mais sa famille vient y voter. Le problème, c'est que dans ce bureau de vote sont inscrits 3 des colistiers de Mme Sesto. Sont inscrits un certain nombre de membres de sa famille. Et elle obtient 0 voix. C'est-à-dire que aucun des colistiers inscrits dans ce bureau de vote n'a voté pour lui-même. Ouais. Juridiquement, l'argument avancé par le commissaire public, c'est le secret du vote. Le secret du vote. Moralement, ça ne passe pas. Mais moralement, en justice, ça ne marche pas. Non, mais attends, excuse-moi, je vais dire, ou bien ces mouns-là, ils ne savent pas qui bulletin les gars prend, ou alors, ils ont été inscrits sur une liste sans même savoir qu'ils étaient candidats. Non, mais est-ce qu'ils ont vraiment voté? On ne le sait pas. Je crois que là, il faut arrêter de prendre les gens pour des ténèbres. Et c'est là que je dis, parce que, oui, juridiquement, ça tient la route. Oui. Mais à un moment, est-ce que aussi le droit ne peut pas se mettre au niveau de la simple évidence? Il y aurait eu un bulletin Sesto enregistré officiellement au procès verbal. Toute l'argumentation pouvait tenir le haut. Il y a 0 bulletin. Excusez-moi, il n'y avait pas passé. Oui, mais là... 2, oui. L'argumentation portée par le commissaire visant, aucun des éléments rapportés dans le recours n'a été inscrit dans le procès verbal. C'est vrai. Cela veut dire que les équipes, dans le bureau de vote, que ce soit les assesseurs ou les scrutateurs, de l'un ou de l'autre, n'ont pas eu la vigilance, le réflexe suffisant pour faire inscrire ça en PC. Qu'on dit Boga, ça a Bon, il y a eu, dans cette affaire, oui, ça a il y a eu dans cette... Et en plus, un élément important pour comprendre, c'est que le différentiel, le voix manquant à Sesto et Rafa dans ce bureau de vote 14. Est égal au nombre de suffrages suffisants pour que M. Martin soit élu au premier tour. 14 suffrages. Et que le nombre de bulletins retrouvés... Bien joué. Et le nombre de bulletins retrouvés dans la corbeille, poubelle, mais en fait, poubelle, ça n'existe pas dans le code, c'est une corbeille. Le nombre de bulletins retrouvés dans la corbeille appartenant à Mme Sesto est exactement correspondant à ce chiffre. Je veux bien que juridiquement il y ait des choses, mais excusez-moi, il y a une logique simple, bête et méchante.
Ceci étant, Oui, mais il y a un petit problème, le bulletin déchiré ou pas, hein. il y a des bulletins déchirés, mais il y a eu... C'est-à-dire que les gens ont présenté des bulletins de vote. Monsieur Il y a une Martin- vidéo. Monsieur Martin a fourni justement une vidéo Ouais, expliquant qu'il y a un scrutateur de Madame Sesto qui est arrivé, qui a fait un Mais scandale, les gendarmes qui a parlent. un geste dans la main, qui prend la poubelle, etc. Mais les gendarmes parlent de bulletins Voilà. bulletins déchirés. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir ce que si le tribunal administratif a rendu sa décision, M. Rafa et Mme Sesto vont poursuivre en appel. Pour autant, la plainte pénale déposée, l'enquête n'est pas close. Ça prospère. Ça continue. Il y a un autre élément, et c'est peut-être celui-là qui est le fondamental et qui est fondateur de tout. Il y a cette vidéo où il y a le scandale dans le bureau de vote. Mais la partie antérieure existe. Elle a été fournie par l'équipe Rafa. C'est tranquille, c'est calme. Mais on constate quoi? Qu'il y a manifestement une inégalité dans la procédure de dépouillement des bulletins. Et ça, c'est pas spécifique à Saint-Pierre, Qu'est-ce que tu c'est appelles- général à Martinique. qu'appelles-tu une C'est-à-dire inégalité qu'au moment où on clôt le scrutin, on compte le nombre d'enveloppes dans lesquelles il y a le bulletin, on les met dans une grande enveloppe par lot de sang. Et ensuite, on dit met ça sur une table, ça c'est le code de procédure électorale, on met ça sur une table, il y a des scrutateurs autour de la table, on procède au dépouillement des bulletins, c'est-à-dire qu'on prend une enveloppe dans la grande enveloppe, on l'ouvre, on sort le bulletin et on doit le passer à un autre scrutateur qui doit lui proclamer le bulletin. Il se trouve qu'à la Martinique, comme dans le film de Saint-Pierre, on a cette très mauvaise habitude. Un homme prend le bulletin, ouvre l'enveloppe, Et proclame. proclame et dépose. Donc, il peut, s'il y a marqué A sur le bulletin, il peut très bien dire B. Il peut dire ce qu'il veut. Oui, mais ce bulletin peut être contrôlé. Mais Ça il va est contrôlé. tellement vite que les types... Le problème, c'est que quand vous avez une équipe qui n'est pas aguerrie à la pratique électorale et que vous êtes sur la table sur laquelle on fait le contrôle, Mais il y a des gens qui sont derrière lui, qui vous vont là. avez... Il y a des gens autour d'eux. Oui, il y a des gens. Il peut pas Et faire les ça. gens sont là gentiment, à ton avis. Non, c'est comme ça qu'ils Ok, bon. c'est comme ça qu'ils... Voilà. Ça s'appelle une pression passive, mais suffisamment forte pour que les scrutateurs qui auraient par hasard révisé leur code électoral avant, eh bien, arriver sur la table, ils ont blou, bah ouais. En fait, la justice vient de donner une leçon assez magistrale de vigilance à tous ceux qui sont partie prenante de cette affaire en leur disant, les mecs, la prochaine fois, faites votre boulot correctement. Ça vous évitera d'avoir zéro voix. formation avant. En clair, bosser, quoi. et Militer, ce que je viens de décrire, la procédure de dépouillement, Partout. vous interrogez n'importe quelle équipe de candidats, tous vont regarder avec des gros yeux. Oui, parce qu'on annonçait. Ben oui, c'est pas celui qui décapait Qui dépouille. C'est pas celui qui dépouille, qui doit- l'enveloppe qui proclame le bulletin. Ouais. Bon, et deuxièmement, une enveloppe de sang, c'est une table. S'il y a 3 grandes enveloppes de sang, on fait 3 tables. À la limite 2, mais c'est pas grave. Mais il ne peut pas avoir une seule table qui fasse toutes les enveloppes de sang du bureau. Ouais. J'ai compris. Voilà. On passe à autre chose. On a appris beaucoup de choses ce soir. Ah oui. C'est La un rappel simplement du code La électoral. Guadeloupe deviendra une région sans département. Ça y est, c'est décidé. Le gouvernement n'a pas envisagé de faire fusionner. Non, c'est pas décidé, Gérard. Enfin, Un juriste comme toi. c'est ce que Mme Georges-Paul Langevin a annoncé. Donc c'est pas décidé. Bon. Il y a une loi. Ouais. C'est Oui, décidé par le gouvernement. c'est par le gouvernement. Disons que la réforme va s'appliquer puisque c'est un département comme tous les départements. Si elle est votée. Ouais. Si elle est votée. Le gouvernement n'a pas envisagé de fusionner les régions d'outre-mer, sauf au Guyane et Martinique, qui ne seront plus des départements, comme vous le savez. Je veux qu'on revienne, vous avez compris, sur l'Assemblée unique, et puis vous avez compris. Bon, À l'Assemblée unique, on va revenir sur l'Assemblée unique. non, la collectivité territoriale de la Martinique. à chaque Merci. fois, et le mode d'élection, parce qu'on va au moins faire les gens comprendre comment ça fonctionne à force de répéter d'une petite goutte homéopathique à chaque fois. Donc c'est un bon prétexte, Donning un bon Carter, prétexte on va à revenir sur ça. Donc, On va remercier le docteur de donc nous serons des collectivités sui generis. Non. Et on suit tout ça que nous sommes des collectivités sui generis. Nous sommes pratiquement, d'ores et déjà, parce que la loi de juillet 2012-2013 avait déjà changé le code des collectivités. Et puis Je me permets juste de... Et la Réunion et la Gérard, Guadeloupe ont Gérard, fait le choix de rester Gérard, dans le droit commun. Gérard, Donc, Gérard, pour eux, la réforme s'appliquera. Gérard, est-ce que ça va possible? Bah, écoutez, 2 secondes. Je me permets d'arrêter le terme sui generis.
Je me permets de l'arrêter en m'appuyant uniquement sur Guy Carcassonne, constitutionnaliste, qui, lorsque ce terme a été employé avant que la loi n'existe, a fait remarquer que si on emploie le terme suggestif, c'est qu'on crée quelque chose qui n'existe pas et qui s'appuie sur rien. Il est mort, Carcassonne. Mais l'idée et la pensée est toujours là. Carcassonne est mort. D'accord. Donc, deviendront des régions. C'est pas d'une collectivité suggestive. Donc, deviendront des régions sans département comme celle de l'Hexagone. Ouais. Sauf si, naturellement, ils décident eux aussi, parce qu'ils peuvent aussi décider, comme nous, de changer encore. Alors. Il faudrait qu'ils réunissent le Congrès très rapidement. Oui, et demander au Alors, gouvernement. ma question est la suivante, pour qu'on revienne à notre système. Est-ce que notre système, avec les complications, non, avec ses particularités, À vous dire ça. je crois que c'était démocratiquement voté, savoir la prime aux vainqueurs, la distribution en sections de l'électorat pour se prononcer, le mode de gouvernance avec un exécutif et puis une présidence. Est-ce que, puis on y réfléchit, vous avez participé à des colloques, etc. Est-ce que ça ne sera pas quelque chose, ça ne sera pas une machine, une usine à gaz, et est-ce que finalement ce droit commun qu'il nous donnerait, si on avait attendu ce que nous voudrions, puisque de gré ou de force, on nous l'a fait attendre, est-ce que ça ne serait pas plus simple d'avoir un système sylvien, comme pour reprendre ce que dit Gabriel, un système classique avec une sorte de grosse région qui fonctionne, dont on connaît le fonctionnement, avec une présidence et puis avec une commission, avec des commissions et puis avec un mode de gouvernance bien connu et mis au point. Voilà ma question. Ou est-ce qu'à l'expérimenter ça, créer une jurisprudence à nouveau sur le mode de consultation, le mode de fonctionnement. Ta question est purement théorique puisque il est trop tard. Oui, il est trop tard. Il est trop tard. Elle est théorique, ma question. Il est trop tard. Mais bon, c'est prétexte à revenir sur le fonctionnement, en voir les avantages et les inconvénients, et puis en reparler à nouveau. Bon, il est clair que si on fait une espèce d'échelle de, on va dire, de plus ou moins grande autonomie, entre guillemets, de prise de décision, la région se situe à un niveau qui est inférieur en termes de pouvoir, pour l'instant. Je parle des régions comme la région Guadeloupe ou la région Poitou-Charentes. Oui, attends, laisse-moi finir. Et la collectivité territoriale de Martinique ou de Guyane est au-dessus. Un cran au-dessus. Un cran au-dessus, pour une raison qui est extrêmement simple. C'est que aujourd'hui, un conseil régional tel qu'il est organisé est organisé, on repose sur une fusion entre entre guillemets, le législatif et l'exécutif. C'est-à-dire que c'est le président de l'Assemblée qui a le pouvoir. Okay. Donc il n'y a pas de séparation du pouvoir. Donc sur un plan à la fois de la démocratie et puis de l'exercice du pouvoir, il est clair que c'est plus intéressant pour le citoyen, je parle de démocratie pour le citoyen, d'avoir un système où il y a une vraie séparation du pouvoir entre une assemblée qui vote des délibérations et un exécutif qui travaille au quotidien, qui exécute. On va dire ça comme ça. Okay. Ça, c'est la collectivité territoriale de Martinique. Je suis d'accord. Mais voilà. Pourquoi sur le plan de l'autonomie, tu dis qu'il y a une avancée? Alors, sur le plan de l'autonomie, pourquoi? Tout simplement parce que le nombre de champs, on est bien d'accord, je parle à la date d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que le gouvernement va donner aux futures régions. Va mettre pas la peine de spéculer. La boîte à outils. Voilà, là aujourd'hui, et pour répondre à ta question, le champ de pouvoir de la future collectivité territoriale de Martinique est aujourd'hui beaucoup plus large que celui d'une simple région. Même avec des habilitations Non, surtout avec les habilitations. Surtout avec les habilitations. On est bien d'accord que les habilitations, c'est spécifiquement aujourd'hui, et on va dire uniquement aujourd'hui, les collectivités des DOM, enfin les régions des DOM et les départements des DOM qui peuvent les demander et obtenir. Donc, je te retourne ta question en te disant, attendons de savoir le contenu ce que le gouvernement va donner comme pouvoir aux régions. Mais le risque, c'est là la véritable inquiétude des pouvoirs locaux. Je parle des départements français, des régions françaises, hexagonales.
c'est que le gouvernement choisisse de prendre les pouvoirs dévolus au département et de les séparer, d'en donner une partie aux communautés d'agglomération et une autre partie aux régions. Tandis que nous aujourd'hui, en regardant le contenu de la loi, c'est pas vrai. Il n'y aura pas de partage des pouvoirs du département de la Martinique entre communauté d'agglomération et future CTM. La CTM reprend tous les pouvoirs du département. Tous les pouvoirs du département. Sauf que ce que fait... Tandis Non, mais ce que fait une loi, une autre peut le défaire. Non, mais attention, là, on est... Oui, c'est là, justement, je dis... Bon, attends. Au stade actuel. Au stade actuel. La loi de juillet 2011, statut de la collectivité territoriale de la Martinique, reprend les compétences du département et de la région. Toutes les compétences du département et de la région. C'est une fusion des deux collectivités en une. Le texte de loi qui va peut-être être enfin attaqué en discussion au Sénat la semaine prochaine précise, redistribue le nombre de régions sur l'ensemble du territoire français. Elle est diminuée. Il ne touche pas aux régions outre-mer. Et pour cause. De 22, elle descend à 14. Comme il ne peut pas y avoir une suppression de département sans une modification de la Constitution, le gouvernement a pris l'option de vider la maison de son contenu. Le département va rester comme une collectivité qui sera vide de compétences. Et les compétences de le département seront réparties selon le projet de loi qui est déposé sur le bureau du Parlement entre la région et les EPCI, donc les communautés d'agglomération, communautés de communes, etc., la région et peut-être les communes. Voire via d'autres communautés, il y a les syndicats intercommunaux, etc., les métropoles. Une fois ce texte sera voté, juridiquement, ça veut dire que la collectivité territoriale Martinique, qui aujourd'hui dans le texte aura comme compétence, lance toutes les compétences du département et de la région. Dès lors que les compétences du département sera réparties dorénavant par la loi qui doit être votée au plus tard au mois d'octobre de cette année, sera répartie entre les communautés d'agglo, les autres communautés de communes, les communautés de pays, etc., et la région, la CTM Martinique, collectivité territoriale Martinique, verra le champ de compétences du département qui était attribué par la loi de juillet 2011 réduit par la loi qui sera votée en octobre 2014. C'est pas sûr, Gabriel. Pas sûr. Sauf... C'est pas sûr. Non, attends, restons sur le principe. Voilà, sauf si dans la loi, il est clairement indiqué que... Mais c'est déjà... précise, mais oui. Les collectivités de Martinique et Guyane ne sont pas touchées pour ça. C'est déjà dans le texte. C'est déjà dans le texte. Aujourd'hui... Non, c'est déjà dans le texte. C'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. On va un texte là. On va vite. On va un texte là. Bon. 2. Tu as introduit la gouvernance au mode d'élection. Oui, le mode d'élection de la collectivité, dans son principe, ça a été rappelé lors du colloque du Césaire par tous les intervenants universitaires, constitutionnalistes, professeurs de droit public, que ce mode d'élection comprend la représentation territoriale, c'est-à-dire la Martinique, dans son entité régionale et son entité départementale. D'où les 4 sections existantes sur une circonscription unique. Ce qui est un peu plus machine à gaz et qui est un peu plus casse-tête, et que là-dessus, il y a beaucoup de gens qui se disent « Putain, mes neurones, il faut que je les mette en place pour vraiment comprendre », c'est comment on va répartir les sièges à l'Assemblée Martinique. En clair, qui dans le centre Atlantique, qui dans le nord et qui dans le sud sera élu. La démonstration, on va prendre 25 ans pour la faire et il y aura toujours une quantité qu'ils ne vont pas comprendre. Pas plus tard qu'hier soir à la région, j'ai eu une discussion avec un certain nombre d'élus et il y en avait beaucoup qui n'avaient toujours pas compris. Bon. Peut-être qu'ici, mais... Ce texte de loi peut être l'opportunité pour nos parlementaires martiniquais. La Guyane a un mode d'élection différent. Peut-être l'opportunité pour les parlementaires martiniquais de voir s'il n'est pas possible de mettre en place, de proposer un mode de scrutin différent. S'il faut modifier les choses importantes. Parce que la vraie problématique... Sur quel point Voilà, la vraie problématique des gens... Parce que la Guyane, elle a 8 sections. Elle a 6 sections. 8. La Martinique en a 4. Mais ce n'est pas la fait qu'il y ait 4 sections qui pose problème. C'est le fait des sections en soi. Non, c'est qui sera élu dans les sections. La modalité des répartitions des sièges. Des sièges qui ont été obtenus. On a une obligation d'inscrire le nombre de candidats par liste sur chaque section.
cela ne veut pas dire qu'il y a autant de sièges qu'il y a de candidats inscrits sur une liste. Ils peuvent très bien demander à ce que dans le texte, il soit fixé un nombre de sièges par section. Oui, un nombre d'élus. Aujourd'hui, par section, nombre d'élus il y a par un section. nombre de candidats. Ça veut dire un nombre de sièges. Contrairement aux Guyanais qui, eux, dans chaque section, ont un nombre défini d'élus. En fait, donc de sièges. Donc de sièges. C'est-à-dire, en Guyane, en fait, il y a 8 petites élections régionales, tandis qu'en Martinique, il n'y a pas 4 petites élections régionales. C'est une élection globale. Tu obtiens un certain nombre de sièges, et là où tu deviens, ça t'embête vraiment, c'est que tes sièges, tu ne peux pas décider qui va les occuper. C'est en fonction des résultats que tu as eu dans chaque. Comme pour les Européennes. Voilà. Tandis qu'en Guyane, tu obtiens un certain nombre de sièges, tu as une liste globale, tu sais que, par exemple, tu as un certain nombre de candidats à placer dans la section 1, eh ben c'est ces candidats-là qui ont siégé. Tu le sais à l'avance. Tandis que en Martinique, tu ne sais pas à l'avance qui y va siéger, venant du Nord, etc. Voilà. Alors, un certain nombre d'élus, toi tu dis par exemple, bon, à l'occasion de ce texte, de la discussion de ce texte, on peut faire évoluer ça, mais beaucoup d'élus, ils sont opposés, parce que si on ouvre cette petite porte-là, par exemple en transformant candidat en élu, on peut aussi changer beaucoup de choses. On peut changer la prime, on peut changer plein de choses. On peut changer le nombre. Par exemple, il y a un certain nombre d'élus qui militent pour dire, attendez, 51, c'est pas suffisant. Les mecs vont pas pouvoir faire le boulot. En plus, ils doivent aller dans ils doivent être délégués dans des organismes satellites, etc. Il n'y a pas suffisamment d'hommes politiques pour gérer le pays. On peut aussi changer ça. Or, en fait, aujourd'hui, il y a 2 écoles. Il faut que les gens sachent ça. Il y a 2 écoles. Il y a une école qui dit, vous touchez à rien. Et il y a une école qui dit, oh, chouette, Hollande a ouvert un truc. On va tout changer. Donc, à changer toute baille là. La problématique, elle est très simple. C'est, on change tout à partir d'un vote démocratique. Il y a eu un vote de départ. Si on s'amuse à la fois à reculer indéfiniment l'élection, plus à changer le contenu technique de l'élection, au bout d'un moment, le citoyen va dire, c'est mes couilles, on a même totalement. Il va décrocher. Ouais. Il va décrocher. C'est le risque. Très bien. Je vous signale ce que signale M. Gracé Malsa, à savoir l'utilisation de 13 hectares de coraux pour faire les remblais qui permettent l'agrandissement de la baie de Fort-de-France. Il semblerait que les études ont montré qu'il n'y a pas une faune particulièrement protégeable ou à protéger en cet endroit. Par contre, Gracé Malsa, il se fâche. Il n'est pas content parce qu'il explique que les travaux de l'UAG, les travaux de l'équipe pluridisciplinaire qui avait été recrutée par la ville du Lamentin avec les chercheurs cubains ont montré qu'il y a quand même des fonds à protéger. Il n'y a pas que lui. Hein. Oui. Il y a la CACEM. Oui. Monsieur Malsa, bon, il a fait cette opération, apparemment il a déposé un recours. Le problème, c'est que c'est l'agrandissement du port de Fort-de-France, la perspective de l'arrivée de l'ouverture d'une nouvelle écluse de Panama qui va finir, c'est-à-dire d'une nouvelle taille de bateaux, et que si aujourd'hui les travaux ont démarré, c'est qu'il y a eu une enquête publique ouverte avant, et qu'il y a eu une enquête de l'impact écologique de cet élargissement de la plateforme portuaire de la Pointe des Grives. Est-ce qu'il y a eu, au moment de l'ouverture de cette enquête publique, est-ce qu'il y a eu quelque chose déposé par ceux qui aujourd'hui posent des questions? Non, c'est trop tard encore. Alors, il dit qu'il n'y a pas eu de consultation. Il n'y a pas eu de consultation. Il y a eu une enquête publique. Il y a eu une enquête publique. D'ailleurs, il faut quand même le dire, parce que bon, dans ces batailles-là, c'est toujours un problème de communication. Il y a eu la même chose en Guadeloupe. L'enquête publique en Guadeloupe a rejeté le projet du port guadeloupéen à cause justement de ces remblais. Tandis que celui de la Martinique a été validé. Mais il est plus subtil que ça, Malsa. Vous savez que je n'ai pas une sympathie particulière pour lui, mais moi je suis objectif. J'apprécie un phénomène social, donc un phénomène en tous les cas écologique, et j'essaie de donner. Il ne discute pas le fait que l'on agrandisse le port, parce qu'il ne conteste pas la nécessité. Il dit c'est l'utilisation des 13 hectares de coraux
qui vont saccager le fond, alors, pour des raisons économiques, et c'est dit dans le projet, plutôt que d'utiliser des remblais qui seraient pris sur la terre ferme, quoi. C'est ça, hein. C'est-à-dire on pompe le fond et on le met là. C'est ça sa contestation. C'est cet aspect que je trouve intéressant. Vous dites laisser le fond comme il est, puis aller prendre des... Pourquoi n'a-t-il pas fait cette observation, ces recommandations, ces contestations au moment de l'enquête publique? Mais c'est pas parce que M. Balsa n'a pas fait cette contestation qu'il était occupé à autre chose. Peut-être une campagne municipale difficile, peut-être, je ne sais pas, qu'il faut accepter que l'on bousille le fond d'une rade s'il a quand même raison, même non, mais de toute façon, tardivement. ce qui est intéressant, c'est que ça va au-delà de Malsa et que les élus de la CACEM eux-mêmes disent il y a peut-être autre chose à faire. Voilà. Donc C'est ça. le débat n'est pas mort là. Parce que quand des élus qui gèrent le territoire sur lequel le port est implanté disent on s'oppose. 15 élus de la CACEM. Oui, mais c'est déjà pas mal. Et 15 élus de la CACEM. Deuxièmement, la CACEM est au conseil de surveillance du Grand Port. Oui. Donc l'enquête publique était ouverte, donc tout le monde était au courant. Oui, c'est vrai. Mais bon, de toute façon, c'est pas mort et enterré, sans jeu de mots. Le débat va continuer. Oui, en tous les cas, En tous les cas, il y a... Donc en général, pour que le débat soit efficient, c'est qu'est-ce qu'on fait dans les temps. Il y a 266 espèces différentes, parmi lesquelles une éponge rare en Martinique qui s'appelle l'éponge tête de bois qui se trouverait là. Il y a des espèces de mollusques. Ça, non, je ne savais pas ça. Voilà. Il y a le seul prédateur connu du poisson-lion. 10 prédateurs du poisson-lion. Monsieur, mais il y a des poissons-lions dans la baie de Fort-de-France. Monsieur, mollissez pour les remblais, laissez-les, puis allez prendre des remblais à côté. Faites vivre les sociétés qui vendent des matériaux. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, à la semaine prochaine.